Quand on parle de réadaptation après une blessure ou une opération du ligament croisé antérieur, on pense généralement au quadriceps, aux ischio-jambiers ou au gastrocnémien. C'est l'habitude. Mais il y a un muscle qui influence la biomécanique du genou à chaque réception et qui, bien souvent, n'est pas évalué de façon objective. Le moyen fessier. Et quand le moyen fessier ne fonctionne pas correctement, c'est le genou qui en subit les conséquences. Ce muscle joue un rôle clé dans la stabilité du bassin, dans le contrôle de l'adduction et de la rotation du fémur, ainsi que dans la résistance au valgus dynamique du genou. Lorsqu'il fait défaut, l'un des schémas les plus associés à la blessure et à la rechute du LCA peut apparaître, une adduction de la hanche combinée à un valgus du genou précisément au moment de l'impact. Le problème, c'est que ce schéma se produit en quelques millisecondes et n'est pas toujours détectable à l'œil nu. Un patient peut sembler stable, avoir une bonne force lors d'un test isométrique et même bien exécuter des exercices contrôlés tout en continuant à présenter un déficit réactif au moment réel de l'atterrissage. Dans une étude qui a évalué l'activation musculaire lors d'un atterrissage monopodal, on a comparé des patients ayant eu une reconstruction du LCA à des sujets sains. L'activation du moyen fessier, celle de l'adducteur long, le ratio de coactivation entre ces deux muscles, ainsi que la réponse réactive dans les premières millisecondes après le contact avec le sol, ont été mesurés par EMG. Les résultats ont révélé deux constatations importantes. La première était que chez les patients ayant eu une reconstruction du LCA, le pic d'activité du moyen fessier après le contact était inférieur à celui des sujets sains. Cela ne concerne pas uniquement la force maximale, mais aussi la capacité du muscle à réagir au moment critique de l'atterrissage. Si le moyen fessier s'active moins à cet instant, sa capacité à freiner l'adduction et la rotation interne du fémur diminue également, ce qui peut augmenter le valgus du genou et la charge sur le LCA. La deuxième constatation a été que la synergie entre le moyen fessier et le long adducteur était altérée. Les patients ayant eu une reconstruction du LCA présentaient un ratio Gmed-AL inférieur à celui des sujets sains. Ce ratio s'interprète en divisant l'activation du moyen fessier par celle du long adducteur. Lorsque le ratio est inférieur à 1, cela signifie que le long adducteur s'active plus que le moyen fessier pendant l'atterrissage. Autrement dit, le muscle qui favorise le collapsus médial domine sur celui qui devrait aider à le freiner. En pratique, cela peut se traduire par un schéma de valgus dynamique. Les adducteurs organisent le mouvement et le moyen fessier ne génère pas une réponse suffisante pour le compenser. Pourquoi cela se produit-il? Ce n'est pas seulement par manque de force. L'inhibition du moyen fessier après une blessure ou une opération, le désusage, la diminution de la commande centrale, les modifications du contrôle moteur et les stratégies compensatoires que le patient adopte pour protéger le genou blessé peuvent également intervenir. Le problème, c'est que ces stratégies ne disparaissent pas toujours une fois que la structure est rétablie. C'est pourquoi, lors de la rééducation du LCA, il ne suffit pas de mesurer la force. Il faudrait aussi évaluer la façon dont le système neuromusculaire réagit lors de tâches dynamiques. Il y a 5 paramètres particulièrement utiles lors des sauts et des atterrissages. L'activation réactive du moyen fessier dans les premières millisecondes après le contact, le ratio entre le moyen fessier et l'adducteur long, le contrôle du fémur dans le plan frontal, la stabilité pelvienne dans les 200 ou 300 premières millisecondes et les compensations lombo-pelviennes qui apparaissent lorsque le moyen fessier ne réagit pas comme il le devrait. Cette évaluation peut être réalisée dès que le patient est capable d'effectuer un atterrissage unipodal en toute sécurité, généralement lors des phases intermédiaires ou avancées de la réadaptation. Il est également important de comprendre qu'un patient peut avoir une bonne force du moyen fessier et présenter malgré tout un déficit réactif, car la force, dans des conditions contrôlées, ne garantit pas une réponse adéquate dans des situations dynamiques. Ce sont des capacités différentes et elles doivent être évaluées de manière distincte. Comment travaille-t-on cette réponse réactive? Avec des exercices qui reproduisent la demande réelle, atterrissage unipodaux, changement de direction, tâches pliométriques et exercices avec retour visuel, tactile ou électromyographie. L'EMG en temps réel permet de vérifier si le muscle répond au bon moment et avec l'intensité adéquate, et d'ajuster l'exercice en fonction de cette donnée. C'est pourquoi la réadaptation du LCA ne s'arrête pas lorsque le quadriceps a retrouvé sa force. Elle se termine lorsque le système neuromusculaire réorganise à nouveau le mouvement de façon sécurisée, dans des situations de forte sollicitation, comme lors de l'atterrissage d'un saut. Le moyen fessier et sa relation avec le long adducteur sont deux variables très importantes dans ce processus, mais elles restent encore peu évaluées dans la pratique clinique courante. Non, pas parce qu'elles ne sont pas importantes, mais parce que sans EMG, elles sont presque invisibles. Mesurer l'activation réactive du moyen fessier, le ratio Gmed, le long adducteur et la stabilité pelvienne après le contact te donne une image du contrôle moteur qu'un simple test de force ne peut pas fournir. Et cette image peut t'aider à décider si ton patient est vraiment prêt à reprendre le sport ou si le schéma qui l'a mis en danger la première fois est toujours présent.
Si tu veux apprendre à utiliser l'EMG pour évaluer la synergie entre le moyen fessier et le long adducteur chez les patients atteints d'une rupture du LCA, demande des informations et découvre comment l'appliquer dans ta pratique clinique.